Je suis effectivement de formation scientifique, écologue et surtout pédologue, c'est-à-dire que mon expertise porte sur les sols et surtout les sols humides, les sols hydromorphes. Depuis une trentaine d'années, je fais ça. J'ai bâti un petit groupe coopératif et c'est effectivement très rare. Ce sont des vraies coopératives de salariés cette fois et pas une SAS que je dirige, SCOP et Société coopérative d'intérêt collectif, qui assure à la fois des missions au bureau d'études d'expertise, des missions d'opérateurs de compensation. Donc j'ai déjà une dizaine d'années d'expérience dans la mise en place de compensation pour des industriels dans le sud-ouest de la France. Et enfin, un groupe aussi qui fait de la médiation environnementale, donc de l'éducation auprès de différents publics, propriétaires de milieux naturels, mais aussi les collectivités, les élus, avec qui on collabore beaucoup. J'ai été membre pendant, je ne sais plus, 12-13 ans du CSRPN de l'ancienne région Midi-Pyrénées, de 95 à 2007. J'ai également été expert nommé par le préfet de région de Loire-Atlantique sur le dossier, le fameux dossier de Notre-Dame-des-Landes, pour des questions aussi de compensation de zones humides. Et je dis bien que j'ai été nommé par le préfet de région, et j'étais pas là comme Monsieur Terrier a voulu me faire croire, comme un militant opposant à l'aéroport. C'est pour mes capacités à expertiser des dossiers de ce type que j'avais été retenu, tout comme j'ai été retenu par le président Thierry Carcenac que vous avez auditionné pour assurer la maîtrise d'œuvre des travaux de réparation de la zone humide de Sivins il y a 10 ans. Et enfin, pour terminer, jusqu'à ces derniers jours, j'étais encore président de l'Association française pour l'étude du sol, qui est la société savante académique qui a été créée en 1934 et qui rassemble les communautés des chercheurs et des professionnels en sciences du sol. Voilà. Alors, si une petite chose aussi pour vous expliquer, c'est que je suis habitant du territoire qui est concerné par ce projet. Et effectivement, j'ai été de surprise de surprise en lisant les 208 pages qui ont été rédigées par la société en action simplifiée Biotop, qui a mené ce travail. Donc j'en viens maintenant à mon expertise véritable qui porte uniquement sur le volet loi sur l'eau, sur les zones humides. Euh, Quand on parle de zones humides, il faut faire attention à ce qui relève du fantasme et ce qui relève de la réalité. Il y a des gens pour qui les zones humides c'est sacralisé et c'est sacré, et d'autres pour qui à l'extrême c'est maudit, ce qui fait que l'expert que je suis est toujours, de toute façon, fait toujours des mécontents. Ceux qui veulent que ce soit des espaces sur lesquels on ne fasse rien et ceux qui considèrent qu'il faut absolument se débarrasser de ce genre de milieu naturel. Et donc, quoi que je dise, de toute façon, c'est toujours pris dans une façon un peu dualiste, primaire, jamais véritablement réfléchi. Et là, moi, je vais essayer de vous montrer en quoi les zones humides, quelles sont-elles d'ailleurs sur ce site, et en quoi les zones humides sont nécessaires et comment on devrait prendre en compte leur nécessaire compensation, si compensation il doit y avoir. Euh, Ça, c'est ce qui se passe sur tout notre territoire. Dans un langage un peu pompeux, on va appeler ça un fonctionnement de zone humide de type soligène, c'est-à-dire que l'eau va s'écouler dans le sol d'une façon gravitaire, euh, par opposition à plein d'autres types de zones humides qui peuvent exister en France métropolitaine. Le problème de l'étude de biotope, c'est que dans les premières pages, dès les premières pages, ils considèrent ils décrivent que les mouvements d'eau principaux pour expliquer les zones humides sur ce bassin, ce sont des mouvements de type alluviaux, c'est-à-dire la rivière qui va humecter les sols de part et d'autre de son cours d'eau. Ce serait une situation un peu de ce type. Regardez l'animation là. Il faudrait que le niveau d'eau soit globalement entre 0 et 1 mètre de profondeur, mais plus généralement entre 20 et 50 centimètres
de profondeur par rapport au terrain naturel pour que s'établisse une nappe d'accompagnement du cours d'eau de part et d'autre de la rivière. Et cette nappe permettrait d'humecter le sol de part et d'autre de la rivière sur quelques dizaines de mètres en fonction de la nature du sol. Le problème du Lauragais, du Giroux, du Bernazobres, c'est qu'on est dans des cours d'eau qui sont extrêmement encaissés. Euh, Là, j'ai représenté un cours d'eau qui, au niveau de Cubetoulzin, est encaissé de plus de 2 mètres. Mais dès sa source, le Giroux, par exemple, à la sortie de la commune de Puylaurens où il prend sa source, le Giroux fait déjà 1 mètre de profondeur. Donc, on est déjà trop bas par rapport à un phénomène d'alimentation par la nappe alluviale. Et enfin, à hauteur de Cubetouzan, Morascopo, on est à 2 mètres. Et quand on va jusqu'à Verfeil, on est à 5 mètres. Alors, pourquoi ça? Pourquoi ça? Parce que par le passé, dans les années 80, il y a eu des travaux de reméembrage, de calibration du cours d'eau pour éviter justement des débordements. Les travaux ont percé des couches de terrain qui ont rendu le cours d'eau, le lit mineur, de plus en plus fragilisé et de plus en plus érosif. Et c'est pour ça qu'on a une rivière qui est extrêmement encaissée. Si Biotope avait été voir la nature du Giroux et la profondeur du cours d'eau au moment où ils ont fait leurs études, ils se sont rendus compte qu'ils n'auraient jamais pu parler de zones humides de type alluvial dans leur projet. Or, toute l'introduction porte là-dessus. C'est à peu près la seule façon qu'ils avaient de montrer comment fonctionnaient les zones humides de ce coin. Alors, ils parlent bien de zones humides de type plateau, qui correspondent à ce que j'ai écrit sous forme de nappe perchée, mais sans expliquer d'où vient l'eau et ce qui va fragiliser énormément leur raisonnement, puisque si on ne sait pas véritablement, si on se trompe sur la provenance de l'eau, quand on va se mettre à chercher les zones humides sur le territoire, eh ben on va chercher à côté. Lorsque l'eau doit venir de l'amont et qu'on pense qu'elle vient de l'aval, évidemment, on va pas voir la même chose dans le paysage et on ne sera pas en mesure de faire un diagnostic tout à fait précis. Donc là, il y a une grave, je dirais presque supercherie, sauf si c'est juste une erreur, mais ce serait bien qu'ils vérifient l'état de leur diagnostic. Ça a des conséquences fâcheuses parce que si on confond la manière dont arrive l'eau, bah d'abord on ne sait pas identifier correctement les zones humides dans le paysage, mais surtout après on va faire des confusions dans les impacts que ces zones humides vont subir de la part d'une infrastructure qu'on va placer quelque part dans le paysage. Si on ne connaît pas exactement d'où vient l'eau, on ne saura pas si l'infrastructure va avoir un réel impact sur l'altération de l'alimentation de la zone humide en question. Ça, c'est une première chose. Alors, quand on regarde le dossier, et notamment l'énorme annexe de toutes les cartes qui référencent les points de sondage positifs ou négatifs des sondages pédologiques, on se rend compte qu'il y a très très peu de sondages par site. Et en tout cas, pas suffisamment de sondages pour pouvoir dresser un polygone. Et donc là, j'ai reçu tout à l'heure l'explication. Ils ont considéré qu'en faisant quelques sondages, ils allaient maximiser à l'échelle de la parcelle la surface sans véritablement se donner les moyens d'aller chercher la limite, ce qui est totalement contraire à la doctrine de l'État. Or, ils avaient exactement dit ce qu'ils devaient faire au début de ce paragraphe, et au final, ils n'ont pas du tout respecté leurs propres consignes. Je trouve ça un petit peu désastreux. On se rend compte que les 600 sondages qu'ils ont réalisés ou fait réaliser ne représentent que 25% de l'effort qui serait nécessaire selon la norme AFNOR considérée. Donc là, mon interprétation est de dire que il n'y a pas eu assez de moyens mis en œuvre pour réaliser des sondages performants, pour déterminer les zones humides. Couplé à ça, le faible niveau d'expertise pour reconnaître une zone humide dans ce type de paysage, ça montre déjà qu'il y a un problème dans simplement le fait de dresser l'état initial, l'inventaire des zones humides connues ou à connaître sur cet espace.
Et forcément, après, ça va avoir des répercussions sur les surfaces et sur le jugement des surfaces impactées. Puisque si déjà on ne comprend pas comment ça fonctionne, comment voulez-vous véritablement avoir un diagnostic fin sur ce qui sera ou pas impacté par l'ouvrage? Et du coup, ça va avoir de fait aussi une répercussion sur la qualité comment dire, des mesures compensatoires qu'il va falloir mettre en place. Avec toujours dans l'arrière-plan le fait que, au départ, ils sont partis billes en tête sur un fonctionnement de type alluvial, et vous allez voir que ça va avoir comme répercussion le fait de vouloir favoriser des mesures de compensation en privilégiant d'hypothétiques remontées de nappes d'eau à proximité des cours d'eau, ou pire que ça, dans l'état de l'art, considérer qu'une inondation, qu'un débordement de rivière, surtout si on le favorise en décaissant un espace en bord de rivière, va créer une zone humide alluviale. C'est tout à fait impossible. Si on considère que sur ce site, on devait faire une zone humide, et c'est ce que propose Biotope, il le propose de décaisser le sol de l'ordre de 30 ou 50 centimètres pour se rapprocher du lit mineur de la rivière et permettre comme ça, un petit peu par l'aide du Saint-Esprit, de faire remonter l'eau, ce qui est tout à fait impossible. Et surtout, ce que le terrain montre que c'est impossible, puisqu'il y a déjà un fossé qui se trouve à 50 centimètres de profondeur, et ce fossé ne présente aucune espèce typique de zone humide. De la même manière, vous avez ici, cette fois-ci, le profil d'un espace qui est déjà en zone humide, puisque vous en avez parlé, c'est l'espace du parc du château de Scopon, où il y a une très grande, la plus grande station de Jacinthe de Rome, qui, contrairement au dire de Biotope, n'a pas été prise en compte parmi les zones humides impactées. Elle a été bien citée dans l'inventaire des stations de la plante, dans le dossier CNPN, mais elle a été très vite écartée parce que, se situant bien au-delà de l'emprise de l'autoroute, en fait, le au-delà, il est à peine 200 mètres de là. Formellement, cette station n'a pas été prise en compte dans les zones impactées. Or, elle est totalement impactée parce que là aussi, on a la prairie la plus proche. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur, je vais essayer de le grossir. La prairie, ici, à Jacinthe de Rome, la plus proche de la rivière qui se trouve là, se trouve 2 mètres 50 au-dessus du liminaire de la rivière. Donc là encore, impossible d'avoir un fonctionnement de type alluvial. Et c'est bien les petites flèches bleues qui vous montrent que l'eau vient de l'amont. Et en amont, au-delà de l'écran, il y a le projet d'autoroute. J'ai bien entendu que Madame Boyer a dit que il avait été signalé à Tosca qu'il fallait mettre en place une mesure de réduction des impacts à cet endroit-là. Je conteste cette mesure, la voilà à l'écran. Euh, la station à Jacinthe de Rome, elle est dans le cercle jaune. Les eaux qui alimentent cette station et le bois frais qui est là viennent donc du Talweg qui est en pointillé jaune. Et au niveau du Talweg lui-même, là où il va y avoir un ouvrage, un pont et un petit rond-point, rien n'est prévu pour ramener les eaux vers la prairie, alors que ça aurait pu être une infrastructure tout à fait possible à mettre en œuvre. En fait, ce qui est prévu manifestement, c'est d'envoyer les eaux le plus vite possible dans le Girou, mais en étant déconnecté complètement des prairies humides. Donc oui, je conteste formellement l'effet positif que pourrait avoir cette espèce de mesure de réduction de l'impact notée A sur cette image. On aurait aimé sur la mise en place de ce genre de mesure de réduction que ça soit étayé par l'examen de fausses pédologiques, la mesure des capacités d'infiltration des sols, la mesure de la conductivité hydraulique de ces sols, mais aucune investigation de ce type n'a été portée au dossier.
c'est une grave lacune, à mon avis, d'une manière générale, toutes les mesures de réduction et de compensation concernant les zones humides. On n'a aucun diagnostic sur les mesures de conductivité verticale ou horizontale de ces sols, ce qui montre bien que il n'a été pris en compte que l'aspect sol à deux dimensions, la surface, le revêtement de sol, portant plus ou moins des végétaux indicateurs, mais absolument pas sur le fonctionnement véritable d'une zone humide qui est lié à des transferts d'eau dans le sol et le sous-sol. La mesure de décaissement que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est une mesure, la MC15, qui se retrouve dans les 11 sites. D'une manière générale, la seule mesure véritable d'action hydraulique sur sur les espaces de compensation, c'est cette fameuse mesure MC15 qui consiste à décaper le sol pour soi-disant se rapprocher d'une nappe d'eau hypothétique. Alors évidemment, c'est facile pour quelqu'un qui fait du génie civil de passer quelques heures à aller décaper sur 20-30 cm le terrain. Ça ne coûte pas cher, mais du point de vue efficacité sur la remise en eau d'un espace de type nappe perchée, zone humide soligène, c'est complètement inefficace. L'autre chose qui est totalement inefficace, c'est où je démontre que 40% des surfaces de mesures compensatoires vont disparaître du dossier. C'est lié au bassin de rétention des eaux d'inondation. Dans la partie haute du schéma, vous avez toujours le même graphique avec une pente, les écoulements hypodermiques potentiels qu'on va pouvoir retrouver, avec potentiellement de temps en temps de l'hydromorphie qui va pouvoir apparaître localement, et plus bas, une éventuelle nappe plus profonde, alimentée par les infiltrations de l'eau depuis le sol. Dans la partie jaune du graphique, vous allez voir apparaître sur le même espace le remblai et la chaussée de l'autoroute qui est prévue, et juste en dessous, à son aval, un bassin de rétention des eaux d'inondation. Pourquoi je vous montre ça? Parce qu'il est prévu, fort heureusement, de compenser les effets délétères de l'ouvrage, et notamment de ces remblais, sur les inondations qui vont être accentuées par l'ouvrage qui interrompt les écoulements d'eau. Donc, à cet effet, il est construit des bassins de compensation d'inondation, des bassins, des zones de compensation inondation. Une précaution a été prise dans l'arrêté préfectoral, qui est de dire que, là vous avez donc les bassins en coupe, qui est de dire, qui est d'imposer dans l'arrêté préfectoral de mars 2023, c'est ça? Que les bassins doivent être situés, le fond du bassin doit être situé au-dessus du niveau d'eau de la nappe de hautes eaux, c'est-à-dire la nappe de hautes eaux, c'est celle qui est représentée ici, et le bassin ne doit pas se situer en dessous, contrairement à la disposition numéro 2, où là il a été creusé en dessous du niveau de la nappe de hautes eaux. Je vais vous citer, voilà, la phrase. Vous avez là la phrase qui se trouve, qui est une copie hein, du document de l'arrêté préfectoral. J'ai un problème avec mon écran, voilà. Qui dit que textuellement que les fonds de ces zones humides de compensation doivent se situer au-dessus du niveau des nappes en hautes eaux afin de ne pas les drainer. Et c'est normal d'un point de vue du point de vue des hydrogéologues. Or, si on veut créer une zone humide dans un endroit où le fond de la cuvette ne peut pas se trouver en zone saturée et que latéralement l'ouvrage ne permet pas aux écoulements latéraux de venir humecter le sol un petit peu en profondeur, on ne peut pas créer une zone humide. Évidemment, donc la disposition numéro 1 va être conforme à l'autorisation préfectorale. Par contre, ne permettra pas de créer une zone humide. Et la disposition numéro 2 ne sera pas conforme à l'autorisation préfectorale et en plus ne créera pas de zone humide puisque si on se situe quelques centimètres, quelques dizaines de centimètres en dessous du niveau de la nappe de hautes eaux, on va créer un plan d'eau.
impropre à la création d'une zone humide véritable, puisque les végétaux qui vont s'implanter là ne pourront pas réellement être des végétaux de sol simplement saturés, ce sont des végétaux de plans d'eau. Et puis très vite en été, ce sont des zones qui vont devenir dures comme du caillou, puisque ça va être très 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 vite séchant, puisqu'il n'y a aucune arrivée d'eau qui permettrait de maintenir la saturation. Et donc, avec des alternances de sécheresse très fortes et d'inondations plus ou moins importantes, il est hors de question de pouvoir espérer créer une zone humide. Or, ce genre de dispositif couvre 22 hectares parmi les 55 hectares qui sont proposés à la compensation. 22 hectares sur 55, ça fait exactement 40%. 40% des zones humides du dossier proposé par Biotope ne peuvent pas être des espaces de compensation de zones humides, tout simplement. Ce qui fait que dans le meilleur des cas, et encore en étant très prudent pour ne pas enlever trop de sites, mais je suis persuadé que on n'arrivera même pas à créer en surface réelle, l'avant-dernière colonne, 18 hectares de compensation de zone humide. Sans compter le fait que dans ce qui est proposé en mesure compensatoire, il y a des sites qui sont déjà des sites en zone humide. Et la première des choses qui est commencé à faire sur ces sites-là, c'est de les décaper, donc d'enlever le caractère zone humide sans avoir proposé quelconque diagnostic sur la conductivité hydraulique, sur le bien fondé de ce décapage, etc. Donc je considère en plus qu'il y aura des besoins, il y aura destruction de zones humides dans les zones humides de compensation, ce qui est assez paradoxal et qu'il va y avoir, ça va générer des nouveaux besoins de compensation de l'ordre de 9-10 hectares. Donc, c'est pas réjouissant, mais je suis pas le premier à avoir mis en évidence ça. Les gens de l'OFB, du CNPN, de l'autorité environnementale, euh, de la DREAL, de la DDT, des syndicats de bassin ont déjà alerté Atosca et Biotope sur le fait que les mesures qui étaient proposées étaient illusoires. Ça, c'est une chose au niveau des surfaces. Donc, quelque chose de complètement irréaliste et presque surréaliste des mesures proposées qui montrent une totale incompétence, je le répète, une totale incompétence des gens qui ont travaillé sur ce dossier zone humide. Biotope, plutôt que de présenter un travail site par site détruit et site par site compensé, à créer trois grands ensembles. C'est pour ça que vous avez trois lignes. Les lignes qui correspondent à l'ensemble du tableau de la page 34, puis de la page 35, puis de la page 37. Et là, vous allez voir quelque chose d'assez curieux. Alors que on est censé créer des zones humides, des zones saturées en eau, il se trouve qu'il n'y a aucun gain, ou des très faibles gains, par rapport aux fonctions hydrologiques. C'est curieux parce que la première des choses à faire pour faire une restauration ou une création ou une réhabilitation de zones humides, c'est de travailler sur la fonctionnalité hydrologique. Ce qui est cocasse et qui montre que ce dossier n'a pas été relu correctement, c'est qu'ils annoncent un gain de 1000 fois supérieur en teneur de matière organique pour les fonctions de biogéochimique. Alors, c'est surprenant pour des gens comme moi qui sommes pédologues, mais pour vous dire, euh, la plupart des chercheurs de l'INRA estiment que si tous les agriculteurs de France pouvaient remonter leur teneur en matière organique de leur sol de l'ordre de 4 pour 1000, pas 4%, hein, 4 pour 1000, on arriverait à absorber toutes les émissions excédentaires de CO2 de nos activités en France et puis à travers le monde, puisque c'est une méthode qui a maintenant été reprise à l'international. Mais ce sont des chercheurs français, d'ailleurs des gens de mon association, l'Association française pour l'étude du sol, qui avaient mis ça en évidence. 4 pour 1000, ça n'a rien à voir avec 1 million pour 1000. 1062,8, c'est l'équivalent d'un million et des poussières pour 1000. Donc c'est complètement stupide et je ne comprends pas d'où vient cette erreur grossière. Ça montre bien qu'il y a quand même un problème dans la compréhension des fonctions biogéochimiques
en plus d'avoir un problème dans la compréhension des fonctions hydrologiques des zones humides. Donc, en définitive, l'essentiel des fonctions vont être perdues et définitivement perdues. Et le rédacteur de cette grille d'analyse conforme à la méthodologie nationale d'évaluation des zones humides prouve par là que les mesures compensatoires proposées par Atosca ne sont pas opérantes. Et j'en termine avec quelque chose qui est aussi de l'ordre du juridique, puisque depuis que j'ai rendu mon rapport en novembre ou décembre dernier, j'ai eu connaissance des plans de gestion de ces sites, en tout cas d'une partie des plans de gestion de ces sites. Je m'attendais à trouver des plans de gestion selon la norme NF 10-900 génie écologique portant sur les méthodologies de conduite de projet pour les zones humides. Une norme qui date de 2012 qui a été faite dans les règles de l'art avec la FNOR, avec une commission de normalisation, une enquête publique, un travail par 3 ministères pour la contrôler, etc. Cette norme a été à nouveau revisitée et validée en 2022. Et cette norme montre comment il faut rédiger un plan de gestion. Ils appellent ça un programme opérationnel. Or, les documents qui ont été remis à notre connaissance en janvier, qui sont passés en commission préfectorale en début février, sont des copier-coller des documents qui avaient été déjà donnés dans le dossier d'autorisation environnementale. On n'apprend rien de plus. Et en tout cas, ce sont des documents qui sont trop vastes, qui ne permettent pas de mener à bien des projets de restauration, de réhabilitation des sites en question. Donc ça pose un gros problème parce que c'est une norme cette fois. C'est pas juste une doctrine de l'État, une manière de travailler qui est gentiment imposée aux différents collaborateurs. Il s'agit d'une norme, c'est le premier niveau de la réglementation en France. Et selon la jurisprudence, si on ne veut pas appliquer une norme, il faut au moins dire pourquoi on ne l'applique pas et pourquoi on fait mieux que la norme. Or, en conséquence, les plans de gestion qui ont été proposés sont totalement imprécis et ne permettent pas, par exemple, de mettre en œuvre un dispositif de cahier des charges pour commander des entreprises et donner des consignes à un maître d'œuvre. Donc, je trouve que là, il y a un problème, excusez-moi, il y a un problème méthodologique extrêmement important dans le travail qui a été produit par Atosca Biotop sur ce dossier. Et quand je suis intervenu sur Notre-Dame-des-Landes, c'était parce que le dossier avait déjà été fait pour les zones humides par le cabinet Biotop. Et il était déjà dans un état déplorable au niveau de l'expertise. Je mets cette confusion sur le côté inexpérience des jeunes gens qui ont réalisé les travaux sur le terrain. Leurs noms sont donnés. Il se trouve que, comme je vous l'ai dit, j'ai été président des spécialistes des sciences du sol en France et notamment des professeurs. J'en ai un tout particulièrement qui connaissait l'une de ces personnes. Quand je lui ai demandé s'il avait suivi beaucoup de cours en pédologie et notamment en zone humide, puisque le professeur en question, c'était un spécialiste de zone humide, il m'a dit non, s'il a eu 1 heure sur le fonctionnement des zones humides, c'est bien la pire la meilleure des choses qu'il ait pu faire. Donc je pense qu'on a mis des jeunes gens qui n'étaient pas des experts c'est un problème de moyens. Le maître d'ouvrage, à mon avis, n'a pas garanti les moyens d'expertise suffisants, à la fois moyens intellectuels, en expérience et en moyens d'investigation. Donc après, sur l'état des maîtrises foncières, je n'en sais rien. Je ne sais toujours pas pourquoi il y a des sites sur lesquels je n'ai pas pu consulter des plans de gestion. Est-ce que c'est parce que finalement, ils n'ont pas la maîtrise foncière, ils ne peuvent pas aller plus loin dans les engagements de mettre en œuvre des mesures compensatoires sur ces espaces-là? Je crois qu'il y en a 4 ou 5 qui manquent. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce n'est même pas 18 hectares qui seraient réalistes en mesures compensatoires, mais c'est tout juste 10, au vu des éléments qui ont été produits.